écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jase. Avec Marie-Josée Lonval. Bienvenue à votre podcast, le CRFMV en jase, la tribune où on discute de toutes sortes de sujets qui touchent la communauté militaire. On jase avec les familles, avec les intervenants, les intervenantes du Centre de ressources pour les familles militaires à Valcartier. Puis parfois, on a la chance de rencontrer puis de jaser avec des membres des Forces armées canadiennes pour avoir un point de vue qui est un peu différent de celui qu'on connaît habituellement. Puis c'est le cas aujourd'hui avec mes deux invités. Puis avant de vous les présenter, je vais vous faire une petite mise en contexte. Je pense que tout le monde va être d'accord si on touche un peu de près ou de loin la communauté militaire. L'année 2024 a été très, très, très mouvementée. Les entraînements, les départs, les absences prolongées et les retours. C'est tellement difficile de faire nos bagages, dire au revoir, ensuite s'adapter à l'absence. C'est vraiment pas des moments qui sont faciles pour chacun des membres de la famille et pour les proches aussi. Puis on se demande pourquoi il y a certains retours de mission qui sont moins, disons, harmonieux que prévu. Pour nous aider à voir plus clair là-dedans, on a deux invités aujourd'hui, Padre Capitaine Danny Perrault et Padre Capitaine Jalal Kandoun. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du CRFMV en jase. Ça fait plaisir. Écoutez, on est dans un petit studio de fortune, mais l'idée, c'est que vous entendiez bien mes invités. Et on va commencer parce que moi, là, je vais vous dire, messieurs, là, j'ai pas souvent l'occasion de parler à des padres. Puis quand j'ai parlé à mes collègues de travail que j'allais vous recevoir aujourd'hui, il y a plein de questions qui arrivent. « Ah ouais? Hey, vas-tu parler de leur formation? Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est-tu comme les autres militaires? » Puis là, écoutez, j'ai une bonne liste de questions à vous poser. Puis naturellement, on va entrer dans notre sujet aussi aujourd'hui, OK? Le sujet qu'on veut creuser davantage, les retours de mission. Donc, avant, j'aimerais que vous puissiez vous présenter et nous dire ce que vous faites, grosso modo, sur la base. On va commencer avec vous, M. Kandoun. Oui, tout à fait. Alors, je me présente. Je m'appelle Capitaine Jalal Kandoun. Je suis l'aumônier du 12e RBC, donc Régiment blindé du Canada. Ça fait pas longtemps que je suis avec donc le régiment. Avant, j'étais l'aumônier du 5e bataillon de service, et ainsi de suite. Donc, mon rôle comme aumônier, donc le soutien spirituel et religieux, accompagner et soutenir les militaires, offrir des services religieux, formation et compétences, et ainsi de suite. Donc, je laisserai mon collègue aussi développer ce point-ci. Ben oui, certainement. Mais avant, là, quand vous parlez de soutenir les militaires, les conjointes de vos militaires, de vos troupes, est-ce qu'ils peuvent aussi aller vous voir, eux autres? Tout à fait. Donc, on soutient les militaires et leur famille. Et leur famille, OK, parfait. Bon, c'est bon, ça, je voulais juste préciser. Et, Capitaine Perrault, que j'ai rencontré dernièrement, c'est comme ça que le podcast est arrivé. Il y a eu un événement, à un moment donné, sur la base militaire. Rencontre M. Perrault, et ce qui arrive, c'est une discussion d'une demi-heure non-stop. On a parlé. Tu sais, quand ça clique avec quelqu'un, puis c'est le fun de jaser, ben ça a été le cas avec M. Perrault. Merci d'être là infiniment, encore une fois. Oui, ça fait plaisir d'être là aussi. Et qu'est-ce que vous faites là, sur la base, là, avec qui là, vous travaillez au jour le jour? Eh bien, moi, je suis actuellement l'aumônier principal intérimaire du 5e groupe brigade mécanisée du Canada. Donc, mon rôle, c'est d'être le chef d'équipe des aumôniers à l'arrière-garde en vue de soutenir nos soldats dans l'effort de la génération de la force vers les déploiements. Donc, moi, mon expérience a été 2 déploiements au cours de la dernière année. Un en 2023 à Chypre, sur Up Lumen, et en 2024 sur Up Globe Haïti, dans le cadre de la force d'intervention mondiale, qui demande beaucoup plus d'ajustements, parce que les 3e bataillons ont été sélectionnés de manière toute particulière afin de répondre d'une certaine manière pour les urgences dans le monde. Okay. Donc, c'était des déploiements qui étaient à très court préavis, qui demandaient des ajustements. Ceux-là qu'on aime, là, les courts préavis, ça, c'est nos préférés, ceux-là. Puis vous avez été là combien de temps à peu près là, quand vous êtes partis sans préavis? Donc, les 2 déploiements ont à peu près 45 jours. OK. Mais c'est... vous partez un matin, puis wow, vous êtes après ça dans l'avion, puis... C'est ça, puis on ne sait pas quand on revient non plus. Là. Fabuleux. Fait qu'on reçoit un court préavis de retour. OK. Parmi les questions que mes collègues m'ont posées quand ils ont su que je recevais 2 padres ce matin, votre formation, là, quand vous entrez dans les forces... D'abord, quand vous entrez dans les forces, est-ce que vous le savez que vous devenez padre ou c'est quelque chose qui se décide ensuite?
Bien, je veux dire, comme tout métier militaire, lorsqu'on applique pour entrer dans les Forces armées canadiennes, on va choisir un métier en particulier. Ouais. Donc, quelqu'un, justement, qui se prépare à être aumônier aussi a besoin d'un certain nombre de qualifications au civil avant de joindre. Fait que on doit avoir l'équivalent d'une maîtrise. Le standard, dans le passé, était une Master in Divinity pour être capable d'être padré. Puis ensuite, il fallait 2 ans d'expérience professionnelle au civil, soit dans les hôpitaux, soit comme aumônier en détention ou encore dans les paroisses. Donc, et aussi avec une plus grande diversité au niveau de l'aumônerie, il y a eu un ajustement de ça, parce qu'au départ, quand on allait chercher uniquement des pasteurs, oui. des prêtres, par exemple... Des hommes de foi, des religieux, puis là, c'est plus obligé aujourd'hui. À vrai dire, non, toute personne tout aumônier qui joint les Forces armées canadiennes doit appartenir à un groupe d'appartenance spirituelle. Je veux dire, on va prendre ça un terme un petit peu plus large. Comme exemple, on a certains aumôniers, effectivement, qui ne sont pas religieux. On a des humanistes qui ont joint les rangs, mais ils doivent quand même faire partie d'Humanistes Canada. Donc, chaque aumônier appartient à un groupe, souvent, on va dire, confessionnel, que ce soit l'Église catholique d'un côté ou encore un groupe religieux auquel il appartient qui va endosser le membre pour ensuite qu'il reçoive un mandat. Fait qu'il n'y a pas personne, autrement dit, qui arrive ici et qui s'auto-mandate soi-même. Ah, OK, non, c'est intéressant. Puis la formation que vous avez eue, là, vous l'aviez dit en anglais, mais est-ce que c'est un équivalent d'étudiant en théologie ici au Québec? Bien, je veux dire, c'est une maîtrise. La maîtrise, oui. C'est au niveau de maîtrise ouais. En tant que tel. La seule distinction, c'est que pour les personnes qui sont au Québec, le baccalauréat, par exemple, en théologie, va être considéré à cause des études préuniversitaires au cégep. OK. Donc, quelqu'un qui est né au Québec n'aurait pas nécessairement besoin de la maîtrise afin de devenir un aumônier. Ben, c'est un avantage. On peut dire ça comme ça. Mais la majorité de nos aumôniers, par la suite, vont être invités à poursuivre leur formation académique, soit sur leur temps personnel, et il y a même des programmes subventionnés pour arriver à compléter leur formation et amener un apport aussi au service de l'aumônerie. Comme par exemple, on a des services, on a le cours en counseling pastoral, où il va y avoir un ensemble d'aumôniers qui vont se spécialiser pour devenir des aumôniers cliniciens. On va avoir le cours en éthique. Un autre cours, ça va être en pluralisme religieux. Fait que quelqu'un pourrait, autrement dit, se spécialiser. Puis ensuite, ça contribue, parce que la majorité de ces cours-là que je vous ai parlé, une fois que la personne est entrée, elle va faire sa qualification militaire de base pour devenir officier. Et par la suite, elle va aller à Borden, où là, elle va avoir un certain nombre de formations communes afin d'être aumônier puis d'être employé. Là. Tout ça, tous ces cours-là, ces formations-là, c'est pour vous aider à mieux répondre aux questions, par exemple, de vos confrères et vos consoeurs d'armes, des questions, enfin, de la raison pour laquelle ils vont vous consulter. Est-ce que vous êtes un peu comme un intervenant de première ligne à ce moment-là? Est-ce que vous recevez des cas urgents de quelqu'un qui par exemple, qui a un problème, exemple, avec son conjoint, sa conjointe? Oui, tout à fait. Donc, normalement, au cours des formations à Borden, c'est pour les aumôniers, donc on suit une formation spécialisée. Donc, on nous prépare pour qu'on puisse répondre aux besoins des militaires et leurs familles. Donc, comme il a dit mon collègue Danny, donc il y a les formations sur counseling, éthique, déploiement. Donc, tout ça, ça aide à nous préparer pour qu'on puisse répondre aux les problèmes qu'on peut rencontrer, les difficultés, toutes choses qu'un militaire peut rencontrer durant leur carrière. J'essaie de voir ou j'essaie de me figurer comment ça peut se passer. Par exemple, vous êtes en déploiement. Imaginons-nous, vous en avez eu là, des missions, puis il y a un confrère d'armes qui veut vous parler. Comment il fait? Il vous tire sa chemise puis il dit « il faudrait qu'on se parle ». Vous n'avez pas un bureau à ce moment-là, là, quand vous êtes en déploiement, vous comprenez, on n'est pas dans les installations habituelles de la base militaire. Bien, la première chose, c'est tout déploiement va être différent. Donc, on va avoir des installations en conséquence, comme par exemple nos confrères actuellement qui est en Lettonie, il y avait des bureaux qui étaient clairement identifiés. Des fois, ça va être des chapelles de campagne, où, par exemple, les aumôniers vont être là, où ils vont, non seulement, ça va être l'endroit où ils vont offrir les services religieux, mais en plus, ils vont être disponibles. Mais il y a quelque chose qui est
très important d'avoir en tête, c'est que la base du travail de l'aumônier, c'est ce qu'on appelle la présence active. On appelait ça précédemment ce qu'on appelait le ministère de présence. Donc, le rôle premier de l'aumônier, c'est d'être présent auprès des membres de son unité, de participer à la vie de l'unité. Puis ça, c'est une grosse différence avec les services en santé mentale qui sont offerts à la base, où souvent, ils vont recevoir nos membres afin de donner des sessions de counseling, mais ça va être dans leur bureau. Alors que l'aumônier, lui, est constamment accessible parce qu'il suit l'unité partout où il va. Des fois, ça demande beaucoup d'adaptation parce que des fois, ça va être avec des marches forcées, rack-sac à certains moments. Il y a même des aumôniers qui ont fait des sauts en parachute dans le passé. Je veux dire, si c'est des personnes qui sont sur un bateau, ils vont sur le bateau, ils vont partager la situation, ils vont être dans les cabines, justement, avec les membres qui sont là. Fait l'efficacité de l'aumônier vient de, justement, d'éviter que quand on a besoin de lui, qu'on le cherche, il est là, il est à côté, puis après, n'importe qui, il n'y a pas besoin de passer par la chaîne de commandement pour parler à son aumônier. Toute personne a un accès direct à son aumônier sans intermédiaire, et il se fait accessible. Le rang que l'on porte, c'est vraiment plus au niveau de notre chaîne technique, dans la manière qu'on interagit les uns envers les autres, puis aussi pour avoir un certain accès au plus haut gradé de la chaîne de commandement, mais on est soldat. Avec le soldat, on considère vraiment les personnes qui sont autour de nous comme des pairs, et l'objectif, c'est d'éliminer les obstacles qui empêcheraient quelqu'un de demander de l'aide quand il en a le plus besoin. OK. Donc, vous êtes avec vos collègues de travail, vous évoluez avec eux. Il y a quelque chose que je me demande parce que c'est au niveau des relations de travail, comme une espèce de hiérarchie, si vous voulez, au travail. C'est comme ça dans c'est comme ça ici au CRFM, c'est comme ça partout. Quand on a, par exemple, un problème, on a les ressources humaines, on a notre supérieur immédiat. Mais vous avez comme une espèce de double standard, peut-être. Puis c'est ça que je vais éclaircir. Par exemple, vous êtes confrère, consoeur avec vos collègues de travail. Mais s'il y en a un qui vient vous voir pour vous parler d'un autre collègue de travail avec qui il ne s'entend pas, vous êtes amis, ou en tout cas, vous êtes avec vos confrères, consoeurs, ça ne vous place pas un peu des fois dans une situation qui peut être un peu délicate? En fait, exercer le métier d'un aumônier, on ne devient pas ami avec nos membres militaires. On est là comme conseiller, comme support. Il y a la confidentialité aussi, qui gère un peu nos conversations, nos rencontres et ainsi de suite. Donc, moi, je le répète toujours. Donc, moi, personnellement, on exerce un métier, un des meilleurs métiers. Tout à l'heure, on va parler un peu plus ce que j'ai fait avant et puis là, ce que je suis en train de faire. Et puis, ça permet, c'est comme on est le pont, d'abord, entre les membres et la chaîne de commandement. Comme l'a dit mon collègue Danny, effectivement, on est avec les soldats et on est aussi avec la chaîne de commandement. Donc, on fait le pont entre les deux. Si, par exemple, on essaie un peu toujours d'être à l'écoute des membres, être empathique. Si, par exemple, quelqu'un qui a des problèmes, c'est à lui de trouver la solution. Mais non, nous, on est là pour l'écouter, pour essayer d'apporter du support, l'orienter vers des ressources, et ainsi de suite. Donc, on participe à ce qu'il puisse, dans le cas d'exemple que vous avez... si c'est un conflit avec un autre collègue. Exactement, c'est ça. On essaie par lui-même essayer de trouver une façon de faire, donc à travers notre écoute, et ainsi de suite, et puis qu'il puisse élaborer plus le sujet, ainsi de suite, c'est le fait d'en parler. Donc, ça permet un peu de trouver des issues pour qu'il puisse trouver un règlement, dans ce cas-là, par exemple. C'est comme le rôle de l'aumônier sur l'aspect du counseling, c'est d'offrir une caisse de résonance pour les membres. C'est-à-dire, certaines fois, on le sait tous, sur l'effet de l'émotion dans une situation difficile où on se sent un petit peu pris dans le coin du mur avec très peu d'options. Si on a l'impression qu'il n'y a personne qui est là pour nous, c'est très possible qu'on va être réactif dans la manière dont on va réagir à une situation. Donc, la première action de l'aumônier, c'est d'offrir un espace et une oreille attentive où la personne est capable de faire la part des choses, de donner des conseils, de parler avec eux, même des fois de proposer des options, parce qu'il faut le dire, une jeune recrue qui vient d'arriver ne connaît pas l'ensemble des ressources qui est nécessaire, autrement dit, pour l'aider.
Mais après, il peut arriver aussi que l'aumônier est appelé à faire un rôle qui est courageux dans une situation. Si on est conscient que des choses qui ne sont pas éthiques, qui sont illégales, criminelles, ou ainsi de suite, qui sont en train de se faire, ou qu'un membre souffre de harcèlement, par exemple, ou ainsi de suite, ça va être aussi d'être en mesure de prendre la parole et d'être en mesure de défendre, je veux dire, une éthique qui est saine au sein des Forces armées canadiennes, puis défendre les droits des personnes. C'est arrivé au cours de ma carrière que j'ai eu à certains moments de discuter, d'avoir des discussions qui étaient solides, des fois avec les membres de la chaîne de commandement, des fois de référer à l'extérieur de la chaîne de commandement afin que quelqu'un puisse recevoir de l'aide. Parce que c'est le rôle non seulement de l'aumônier, mais de tout officier. Là, quand il y a quelque chose on a un devoir aussi de rapporter. Fait que, après ma barre, il y a un espace, autrement dit, qui est de confidentialité, mais si une personne désire avoir un soutien qui est plus performatif par la suite, ils peuvent nous donner la permission. Puis à ce moment-là, nous, on est capable de regarder, de vérifier, de discuter avec la chaîne de commandement. Parce qu'il ne faut pas toujours penser qu'il y a juste un côté de la médaille. Des fois, il y a deux réalités. Des fois, c'est simplement des personnes qui ne se comprennent pas aussi. Fait qu'on favorise, autrement dit, comme disait mon collègue, à faire le pont entre la compréhension entre les individus. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de diplomatie aussi dans votre travail. Bravo. C'est pas quelque chose qui se fait facilement puis ça prend dans les livres. Ça prend beaucoup de finesse. Tout à l'heure, Padre Perrault, vous avez fait référence à l'arrière-garde. Et ceux qui restent ici et ceux qui vont en déploiement. Et là, j'ai bien compris que vous êtes de nombreux padres sur la base militaire. Mais j'ai compris, Capitaine Caldone, que vous aviez eu une mission. Vous étiez là, à l'instant retour de mission. Ça fait combien de temps que vous êtes revenu au pays? Ça fait 2 semaines à peu près. Ah bon? OK. Oh, ouais. Parce que mon cas est un peu, je dirais, spécial. OK. Je m'explique. Qu'est-ce que je vais apprendre? Je m'explique. Parce que normalement, on est avec notre unité. Le plus souvent, donc on va être déployé avec notre unité. Oui. Donc, on connaît les membres, on les connaît très bien. Donc, pour s'identifier, c'est facile. C'est facile, tout le monde connaît l'aumônier de l'unité et ainsi de suite. Donc, puis, tout à l'heure, Danny, il a parlé de vraiment une présence active. C'est très important, très important. Moi, j'étais déployé avec l'unité de Danny. Ah? 3e 22. Et pourquoi vous n'étiez pas parti avec votre unité? Arrière-garde, le mot-clé. Bien, j'avais justement la tâche d'être chef d'équipe à ce moment-là. Et j'avais déjà fait 2 déploiements. OK, c'est quelque chose d'administratif, là. C'est pour ça. Bien, à vrai dire, c'est qu'il faut maintenir un équilibre entre l'arrière-garde puis l'avant-garde. Et à ce moment-là, bien, je veux dire, ça a donné que notre... on avait d'abord, avant même que... Bien, le premier but, c'était d'assurer un certain nombre de personnes à l'arrière-garde. Fait qu'on on a tenté d'aller chercher, autrement dit, des aumôniers qui étaient du côté de Saint-Jean. Mais à la dernière minute, la personne qui était censée remplacer, elle a été ce qu'on appelle daguet rouge. Il y avait quelque chose, autrement dit, qui l'empêchait de déployer. Fait qu'il fallait, nous, absolument le remplacer rapidement. Et Jalal, dans son état de préparation, était totalement prêt. Parfait, et l'affaire, c'est qu'il avait été déployé aussi dans le passé avec... il était déployé avec moi, justement, à Plumen. Fait qu'il connaissait déjà très bien les personnes. Okay. Fait qu'il était justement la personne plus qu'idéale pour être en mesure de donner soutien au 3e bataillon pendant que moi, je restais ici afin de m'occuper de l'équipe. Je comprends. Ouais. Donc, c'était plus facile de m'intégrer au sein du 3e parce qu'on était déjà déployé l'année passée, à la même période, à Chypre. Donc, cette année, c'était pour la Lettonie. Oui. Et puis là, donc, ça facilite le fait que j'ai déjà été, mais je n'étais pas plus proche comme Danny l'était à Chypre. Cette fois-ci, j'étais avec les membres, avec la troupe, j'étais avec eux. Puis, je dirais, pour moi, c'était une excellente expérience de déploiement, surtout avec une unité. D'abord, il faut vraiment, je vais marteler sur le fait d'être présent, activement, avec les membres. Une des choses, moi, personnellement, que je vais faire, une fois arrivé à un lieu, donc identifier, trouver un local pour qu'on puisse, c'est là où je vais rencontrer, par exemple, les membres. Ceux qui ne savent pas où je suis, il y a une pancarte, identifier le padre, donc c'est son bureau, et ainsi de suite. Et puis, c'est un travail de collaboration. Donc, toute l'équipe, elle travaille à la chaîne de commandement pour faciliter l'installation de l'aumônier, et ainsi de suite. Donc, c'est un travail de groupe.
et puis pour le bien-être de tout le monde. Je dis toujours la chaîne de commandement et les membres aussi, parce que si les deux travaillent ensemble et tout le monde est satisfait, donc la mission se passe dans les excellentes conditions. Il y a combien de personnes dans l'unité avec laquelle vous étiez? Là, on était 406 exactement. Un padré, 406 membres? Tout à fait, OK. oui. Et êtes-vous, avec 2 divisions différentes. Mon Dieu, mais arrivez-vous à répondre à la demande? Tout à fait. OK. Sur le terrain, on est comme 24 heures sur 24. Donc, oui, Padre Perrault m'avait dit ça. Y a pas de, sur le terrain, c'est pas pareil comme sur la base, par exemple. La base, on a notre famille, on rentre chez nous. Je comprends. Puis des fois, on est sollicité avec les téléphones, et c'est les devoirs. Mais sur le terrain, on n'a que ça. C'est notre émission, c'est de rester 24 heures sur 24 heures, n'importe quelle heure. Donc, samedi, dimanche y compris. Oui. Et puis, ça se fait très bien. Et puis, je dis toujours, il y a toujours des collaborateurs qui sont là. Par exemple, je ne me sens pas vraiment seul quand on est sur le terrain. Oui, je suis là pour répondre. Mais avez-vous quelqu'un qui est attitré pour vous aider? Mais je n'avais pas pensé poser la question. Non, quand on est aumônier, on est l'aumônier. Donc, on fait le rôle de l'aumônier sur le terrain. OK. Est-ce que peut-être pour mener une nuance, parce que c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Dans ce cas, lui, il était isolé, justement. Il était l'aumônier qui était là. Il faisait partie d'un groupe avec... je vais parler des autres aumôniers qui étaient là. On travaille en équipe, dans le sens que si jamais un aumônier a besoin de soutien, il y a son aumônier superviseur qui va être là pour lui donner il a un rôle de s'assurer de son bien-être et aussi de mentorat s'il y a des choses plus difficiles, parce que faut quand même le dire, on n'a pas la réponse immédiate à tous. Fait que des fois, on va travailler soit en équipe, entre pairs, ou encore notre aumônier superviseur va pouvoir nous aider afin de donner un coup de main. Ensuite, comme il le dit aussi, l'aumônier collabore avec la chaîne de commandement pour recevoir du support qui est là, et aussi la chaîne médicale énormément, dans le sens que, comme vous avez utilisé le terme est-ce que c'est nous qui est à la première ligne? Oui, parce que dès qu'il se passe quelque chose à l'unité, c'est nous qui voyons. Si la police militaire intervient dans une unité pour intervenir auprès de notre membre, on est là, fait qu'on est capable de voir, d'aider, puis d'exercer notre métier. Puis ensuite, c'est souvent nous qui allons soit encourager la chaîne de commandement à contacter le médical, ou on va même escorter l'individu pour l'accompagner à travers l'ensemble du processus. Fait qu'il y a vraiment un rôle que l'on dit qui est là, mais c'est vrai qu'il est vraiment la première ligne. C'est extrêmement exigeant. À un certain moment, oui, il va falloir que tu trouves les solutions par toi-même. Mais heureusement, il y a toute une chaîne technique, puis même on a jusqu'à un aumônier général qui s'occupe de nous aussi. Là. Il y a toute Puis c'est là que ça joue un petit peu, comme on avait parlé au niveau du grade. Je veux dire, comme le chef d'équipe est un major, puis ensuite on a un aumônier de commandement au niveau de la division qui va être un lieutenant-colonel. On va avoir justement un conseil stratégique qui va être des lieutenants-colonels qui sont là. Donc, c'est tous ces éléments-là en tant que tel qui aident. On travaille vraiment comme une branche puis une équipe. Beaucoup de votre travail consiste à aider, disons, à renouer les liens quand les militaires reviennent de mission. Je pense que vous êtes très bien placé pour nous en parler. On va s'arrêter quelques secondes et au retour, on va entrer dans le vif du sujet avec comment ça se passe, les retours au pays avec les militaires. Le CRFMV en jazz revient dans quelques secondes. Allô, je m'appelle Rachel. J'ai 3 ados à la maison. La négociation, je connais ça. Je le sais que je peux faire la différence. Le conseil d'administration du CRFMV a besoin de ton expérience de vie. Visite le crfmv.com/CA. Quoi? T'es conjointe de militaire et t'as un emploi à temps plein? T'es ben hot. Mais ça doit être dur de faire les deux des fois. Nos conseillers d'orientation peuvent t'aider à réfléchir à ta situation professionnelle, faire comprendre aux autres ta réalité, même faciliter ta vie au travail. Appelle-nous, c'est gratuit. 418-844-6060. Vos questions, vos commentaires à info@crfmv.com ou envoyez-nous un message via notre page Facebook. On est de retour. C'est le CRFMV en jazz avec Marie-Jo Lonval.
C'est le CRFMV en jazz avec mes deux invités, Padre Khaldoun, Padre Perrault. Merci encore, messieurs, de tout le temps que vous me donnez. Je sais que votre temps est précieux, que vous avez beaucoup, mais ce que vous dites, ce sur quoi vous nous renseignez, bien, premièrement, c'est intéressant et c'est instructif, mais particulièrement la deuxième partie de notre podcast va être aussi très aidant pour les familles qui, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, vont vivre le retour d'un militaire ou d'une militaire de mission. Donc, le retour de mission, la réintégration, pas toujours facile. On est dans des moments là, d'une période de vie, si vous voulez, où plusieurs militaires sont déployés, plusieurs familles qui font face à l'absence d'un membre important de leur famille. C'est certain, on va toujours le rappeler. On pense à Hope Reassurance, des milliers de familles touchées par des absences. Puis, on a fait référence un petit peu tantôt à Hope Unifier, qui va commencer, j'ai mis un S là, mais c'est Up Unifier, comprenez-nous bien, de janvier à juin. Ça va impliquer des missions en Pologne, en Grande-Bretagne. S'il y en a qui ne sont pas au courant, là, c'est une mission qui vise à assurer de la formation. Up Impact aussi, il y en a certains qui vont partir pendant le temps des fêtes. Il va y avoir des départs vers le Koweït. En fait, il y en a déjà au Koweït, il va y en avoir au Liban aussi. Ça fait beaucoup, beaucoup de militaires partis, des gens qui sont au loin. On parlait tout à l'heure du Padre Perrault qui est parti sans préavis. Là, on parle de militaires qui sont préparés, qui ont eu des montées en puissance, qui sont très, très préparés à vivre leur mission. Ça rend pas les départs puis les retours plus faciles, là. Puis, je voulais voir ça avec vous, messieurs. J'ai une horloge où on parle des différentes étapes de l'absence. Puis c'est pas seulement quand le militaire part en mission, c'est tout ce qui se passe avant, pendant, puis après, parce que je vais avoir besoin de vous autres pour l'après. Parce qu'avant, quand on apprend qu'un militaire va partir en mission, il y a l'anticipation. Mon militaire s'en va. Ben, militaire s'en va, il y a du stress, il y a de la colère. Après ça, il y a comme un détachement, on essaie de s'isoler un peu, comme on est un peu dans notre bulle avant le départ. Donc, on va cesser un peu les discussions. Quand je dis « on », là, je parle les familles, mais ça peut venir aussi du militaire puis de la militaire. La déstabilisation, ça c'est quelques semaines, les premières semaines du déploiement. C'est pas évident, le militaire est loin. Toute marche de travers, on dirait, dans la maison. On n'arrive pas à retrouver nos repères. Après ça, c'est le rétablissement. Ça commence à aller mieux. On retrouve nos repères. On prend notre beat, comme on dit. Et après, ben, sitôt l'habitude reprise, ben, le retour, la militaire va revenir de mission. La nervosité, la fébrilité. Puis quand le militaire revient au Canada, et là, j'ai besoin de vous, messieurs, parce qu'on a l'impression, on a tellement attendu, on a tellement espéré, on a tellement eu hâte. Pourquoi, des fois, le retour se passe moins bien? C'est ça qu'on voulait, que la vie reprenne son cours. Mais pourquoi la vie ne reprend pas son cours aussi facilement que ça quand les militaires reviennent de mission? Ça, c'est une question à 100 000 $. Là, je vais vous laisser le soin d'y répondre. Ouais. Mais je vais commencer un petit peu, puis je laisserai Dany développer plus tard. Donc, moi, je dirais, après un déploiement à l'extérieur du pays, oui. Les militaires font face à une série de défis lorsqu'ils retrouvent leur famille. Il y a la réintégration dans la vie civile peut être source de stress, de tension au sein du foyer. Ben, les enfants peuvent avoir du mal à s'adapter à la présence du parent qui est en retour. Comme si c'était habituel de ne plus le voir. Exactement. Ils sont habitués à l'absence d'un parent. C'est dur, ça, Donc, oui. Et le conjoint peut avoir pris de nouvelles responsabilités pendant l'absence du militaire. Donc, des programmes de soutien familial sont essentiels pour aider ces familles et apporter du support. Ouais. Il y a la séparation. Donc, il y a un point très important. Donc, après un déploiement à l'extérieur du pays, la séparation devient un défi majeur pour les militaires qui retrouvent leur famille. Pendant leur période d'absence, ils ont mené une vie totalement différente de celle de leurs proches. Donc, exposés à des situations stressantes, peut-être dangereuses. Ouais. Ce retour à la vie civile implique un changement radical de rythme, d'environnement, ce qui provoquerait un sentiment de déconnexion, donc avec leur entourage. On entend ça des fois. Oui. J'ai l'impression qu'il est revenu, mais il n'est pas là. Exactement. Il n'est pas là. Oui, je dis il, mais c'est il ou elle. Effectivement, c'est exactement ce que vous exprimez. C'est pourquoi il y a différentes étapes pour la réintégration d'un militaire au sein de son foyer. Et puis, il n'est pas rare que les militaires ressentent un décalage entre la réalité et leur quotidien militaire en déploiement et la vie civile une fois de retour chez eux. Donc, ils peuvent se retrouver isolés, luttant pour s'adapter à une routine domestique qu'ils avaient laissée derrière eux. Ce sentiment de solitude, de déracinement peut être renforcé par le fait qu'ils étaient habitués à vivre avec d'autres membres du personnel militaire pendant leur mission à l'étranger. Il y a aussi le défi émotionnel, donc ce qu'on qualifie de névrosisme.
Le névrotisme, c'est comme une prédisposition du militaire à des émotions négatives. Plus le névrosisme est important, plus la personne est encline à la colère, à l'anxiété ou encore à la dépression. Donc, il y a la séparation pendant des défis émotionnels significatifs. Donc, les militaires peuvent ressentir un vide affectif après avoir été loin de leur famille, tandis que leurs proches peuvent avoir eux-mêmes évolué et pris de nouvelles habitudes pendant l'absence du militaire. Ça va dans les deux sens. Exactement. C'est Cela peut entraîner les difficultés à retrouver une dynamique familiale harmonieuse et à établir des liens solides, nécessitant parfois une période d'adaptation et de compréhension mutuelle. Donc, les deux doivent travailler en concert pour rétablir ce rythme qui est laissé. J'ai deux militaires devant moi, là. Hein? Permettez-moi de poser la question. Là, vous vous entraînez avant de partir en mission. Là, c'est des semaines et des semaines d'entraînement, de préparation. Est-ce que ce genre de questions-là, à un moment donné, est soulevé? Vous allez quitter vos familles, le retour, c'est pas évident, de leur part, de votre part. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé à un moment donné? Bien, il y a... Nous, plus particulièrement, on a des rencontres avec un certain nombre de nos membres dans ce qu'on appelle l'évaluation en santé mentale pré-déploiement. Donc, les membres célibataires, sur les unités, en tout cas au niveau de Valcartier, nous sommes en mesure d'avoir à peu près 15-20 minutes avec eux où on explore un certain nombre de réalités de leur vie afin de voir, autrement dit, c'est quoi leur plan familial, ainsi de suite. Regarder aussi, parler, c'est dans le cas où ils ont un conjointe, un partenaire de vie aussi, des enfants. On peut discuter un petit peu comment ils vivent cette réalité-là aussi. Il y a aussi, évidemment, le centre de la famille qui va donner des conférences, qui va parler de ça. Il faut le dire que quand ça se fait, ça se fait dans absolument un climat qui est extrêmement chargé et stressé. Donc, c'est très, très possible qu'à ce moment-là, nos militaires ont tellement dans leur tête, à ce moment-là, tellement de préoccupations que c'est difficile d'emmagasiner l'ensemble de ces informations-là aussi. Oui. Et des fois, dépendamment, surtout quand on a parlé des déploiements à court préavis, il n'y a pas beaucoup d'espace pour être capable d'habituer la famille plutôt qu'une montée en puissance. C'est ça. Avec plusieurs étapes. Il y a une date, de départ puis une date de retour. La réalité que j'aime beaucoup ici à parler, c'est vraiment deux cultures différentes qui vont se passer parce que quand un membre est déployé, mais souvent, il y a une excitation. La majorité des membres que j'ai parlé, ils sont très, très heureux de vivre cette expérience-là. Ouais. Il faut le dire qu'un déploiement dans la vie militaire, c'est un accomplissement aussi parce qu'on se prépare pour ça. On s'entraîne, on va en exercice. Toutes ces choses-là qu'on fait ont un but, c'est finalement aller en opération. Ouais. C'est d'être utilisé et être capable de faire une différence. Mais ce degré d'excitation-là, d'un côté, est vécu différemment par la famille. Parce que souvent, ils méconnaissent toute la sous-culture que représente, autrement dit, la vie militaire. On leur en parle avec nos acronymes, avec toutes les choses qui sont liées à notre monde qui est à nous. Tiens, oui, le merveilleux monde des acronymes, je me familiarise tranquillement. Là. Il y a toute cette réalité-là, fait qu'il y a un certain débalancement. Et ensuite, il y a l'impression, après plusieurs semaines de séparation, il y a la perception de comment l'autre partie vit son expérience aussi. Et même des fois, un sentiment de culpabilité. C'est par exemple, les membres qui sont déployés vivent des nouvelles expériences de nature culturelle parce qu'ils sont dans un autre pays ou des choses comme ça. Des fois, ils vont être un petit peu réticents de vouloir en partager parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression que ça va trop bien, parce qu'ils veulent montrer à leur famille que profondément, il leur manque aussi. Fait que des fois, ça crée une forme... Cette déconnexion-là vient d'une espèce de manière de part et d'autre de coper avec la situation qui va être difficile. Tout à l'heure, j'ai fait référence aux différentes phases de l'absence. Puis ça fait partie de la documentation qu'on retrouve. Je vais vous donner ça vite. CRFMV.com, c'est le portail du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Puis dans l'onglet « Absence », il y a plein de documentation là-dedans.
Parce que les familles, on s'en occupe, on les prépare. Puis, justement, ce à quoi on fait référence là, depuis tout à l'heure, les différentes phases de l'absence, puis par quoi on passe, puis les militaires, des fois, qui sont déphasés parce qu'ils vivent complètement autre chose que leur famille, mais comment réussir à unifier ça ensemble? Ben, on fait ça aussi pour les familles. Donc, vous allez pouvoir trouver les phases de l'absence dans la documentation qu'on a, entre autres, dans le coffre au trésor, mais dans d'autres documentations aussi, vous allez pouvoir le retrouver. Puis je vous dis ça, puis je vous dis en même temps, notez-le pas, parce que à la fin du podcast, dans la description, tout est écrit, tous les numéros de téléphone, les références, les aides, les conseillers auxquels on va faire référence au cours de ce podcast-là, tout va être écrit. Donc, on se casse pas la tête, on prend pas de notes, tout va être là à la fin. Ça, sur quoi on met l'emphase aujourd'hui, les retours et le clash là, qu'il peut avoir entre quelqu'un qui vit quelque chose, dans le fond, qui vit un peu son rêve, le militaire qui veut s'accomplir, mais qui est tellement différent avec ce que la famille souhaiterait, c'est-à-dire garder papa ou maman à la maison. Comment vous faites pour, disons, si un militaire qui vient vous voir et qui dit « ça marche vraiment pas, je suis revenu, ça fait quelques semaines, on n'arrive pas à s'entendre », mais vous, là, les aumôniers, qu'est-ce que vous faites avec un cas comme celui-là? Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que ça a été difficile d'avoir une méthode qui fonctionne pour tous parce que toute personne va le vivre de manière différente. Oui. Comme quand je vous parlais qu'une grande majorité de personnes, ça représente un accomplissement, c'est vrai pour certains, puis il y en a d'autres, ils vont aller faire leur devoir parce que c'est leur devoir à ce moment-là, parce qu'ils peuvent avoir d'autres préoccupations. Puis il faut quand même le dire, c'est nos jeunes soldats, par exemple, qui ont à peu près 18-19 ans, qui n'ont pas nécessairement personne à la maison, qui veulent vivre leur expérience. C'est pas la même réalité là, qu'une personne qui vient d'avoir un enfant en bas âge, par exemple. C'est vrai que c'est pas pareil, mais une maman inquiète demeure une maman inquiète quand même, là, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Mais dans la situation qui est là, quand l'approche va être personnalisée, quand quelqu'un va venir nous parler et dire j'ai besoin d'aide, ça fonctionne pas, ça va être de prendre le temps d'écouter bien comme il faut, de voir c'est quoi le besoin de l'individu et ensuite de proposer de différentes options pour être en mesure de l'accompagner. Et de là, on est capable de marcher avec eux. Concrètement, pendant la période du temps des fêtes, il va y a un aumônier qui est en devoir. Oui. Fait que souvent, s'il y a une situation ou quoi que ce soit, ils vont appeler l'officier en devoir, puis après, il va y avoir quelqu'un qui va être capable justement de voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la situation, puis ainsi de suite, d'avancer avec l'individu. Un message, je pense qu'il faut envoyer, c'est encourager la patience dans l'arrimage. On parle d'une famille. On a parlé justement que c'est possible qu'on ait... chacun a développé des mécanismes afin d'être fonctionnel durant cette période qui est stressante, qui est extrêmement stressante. C'est que progressivement, les encourager à avoir une patience mutuelle l'un envers l'autre dans cet arrimage-là et d'arriver à se remettre à l'écoute parce que pour le militaire, par exemple, et d'un côté, c'est sûr que la famille ne sera pas exactement là où elle était quand il est parti. Il doit trouver ça difficile à certains égards que la famille ait, par exemple, réussi à rouler aussi bien en son absence. Exactement. Est-ce qu'il peut se dire... non, ils ont-tu besoin de moi, tu sais, mais c'est pas ça, c'est juste la résilience, là, dans le fond, là, ils sont, tu sais, ça doit pas être évident pour personne. C'est évidemment un ajustement, puis il y a des tonnes de sentiments, puis il y a des éléments purement viscérales et affectifs qui vont être là. Fait c'est difficile de tout rationaliser, mais le fait est qu'il va y avoir une évolution qui est mutuelle, puis ensuite, il faut repartir ensemble. Puis c'est la même chose pour la famille. Le militaire, quand il est parti, puis qu'est-ce qu'il a vécu comme cheminement pendant le temps, lui aussi, il a changé. Fait qu'on a affaire à les mêmes personnes qui ont vécu une réalité de changement, qui sont appelées à faire marche ensemble. Et là, arriver de se dire, mais maintenant, tu sais, ta manière de penser, ou on va parler sur l'éducation des enfants, par exemple. Pendant ce temps-là, qui t'a pris très l'habitude, on avait l'habitude de faire ça auparavant. Pourquoi être en mesure d'avoir plus de conversations, de se parler, puis aussi avoir de l'empathie l'un envers l'autre dans ce processus-là. Quand vous disiez qu'un militaire qui vient vous voir, vous essayez de savoir, de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis que c'est du cas par cas. Mais si c'est quelque chose, par exemple, qui implique sa famille, est-ce que vous allez jusqu'à rencontrer le conjoint ou la conjointe de la personne qui peut avoir un problème dans votre unité? Quand la première demande qui est faite, ça vient du membre en tant que tel, on peut l'offrir.
On peut, dépendamment de la situation aussi, on peut offrir qu'un aumônier donne un support à la famille pendant qu'un aumônier donne un support aux membres aussi. Si on veut éviter, parce qu'on veut garder la confidentialité pour les deux, si on pense que c'est plus approprié, ou même qu'un aumônier aurait une compétence plus particulière afin de donner un soutien à l'un et à l'autre. Dans le sens qu'un aumônier d'une autre unité pourrait aller aider un militaire. Oui. OK. Parce qu'il a, par exemple, une formation qui a rapport avec... Ou des fois, c'est simplement que c'est bon que ce soit deux personnes différentes. Parce que de cette manière-là, tu fais t'évites, autrement dit, tu utilises de l'information qui a été donnée par les conjoints. Et aussi, c'est que c'est pas automatique, par exemple, parce que la première chose, c'est que la personne qui va te parler, c'est comme je l'avais dit au départ, est-ce que tu veux d'abord, ça reste dans une sphère confidentielle, d'abord et avant tout, sauf s'il y a un danger contre la vie de l'individu, ou contre une autre personne, ou encore il y a des mineurs, il y a de la violence envers les mineurs. C'est les trois endroits où on doit briser la confidentialité, mais s'il n'y a pas ces réalités-là, ça va être d'abord la chose qui va s'appliquer. Oui. Juste un petit peu pour les aumôniers qui travaillent dans des unités, même si on travaille dans des unités, donc ça reste comme un seul corps. Tous les aumôniers par exemple de Valcartier, ils travaillent en concert, donc tout le monde, donc on va s'entraider. Même des fois, par exemple, on va appeler notre collègue pour apporter un autre support et ainsi de suite. Donc on travaille donc en collaboration, donc on collabore tous ensemble. Donc c'est sur n'importe quelle problématique, par exemple, si besoin, il y en a. Puis surtout durant la période d'arrière-garde, par exemple, la majorité des unités étaient vides pendant ce temps-là. Fait qu'un aumônier couvrait à peu près 3 unités par lui-même durant cette période-là. Donc, c'était nécessaire d'avoir Fait que c'est pour ça, comme vous m'avez demandé pourquoi pas tel aumônier qui fait partie de l'unité, on essaie autant que possible, mais il y a de la flexibilité parce que à la fin, c'est de répondre aux besoins. Exactement. Puis tout à l'heure, on parlait des réalités parce que les réalités diffèrent d'un membre à l'autre. Et puis on parle souvent de famille. Il faut inclure aussi la communauté LGBTQ+, dans cette préparatif et ainsi de suite. Et surtout maintenant, cette période, elle est critique. Bien, on voit une ouverture, avec les forces armées, là, on n'aurait peut-être pas tenu cette conversation-là il y a 5 ou 10 ans. Donc, on voit une ouverture, quelque chose de différent. C'est bien d'entendre ça. Ouais. Puis l'aumônerie s'est adaptée, a voulu répondre à cet appel-là. Comme par exemple, c'est un des aspects que je voulais nous poser au tout début, c'est un aumônier est là pour l'ensemble des membres des Forces armées canadiennes. Ce n'est pas un prérequis d'être religieux ou d'appartenir à un groupe religieux en particulier pour avoir le soutien des aumôniers. On est là pour tous. Même c'est même pas un sujet des fois qu'on aborde là, en tant que tel. C'est quoi le background de quelqu'un au niveau religieux? Parce que on est vraiment là. Nous, on puise dans notre vie spirituelle personnelle la conviction, la force, l'empathie, l'amour, afin de donner le support nécessaire à l'ensemble de nos membres. Et c'est comme ça qu'on se situe. Surtout dans un contexte opérationnel. Je donne un exemple. Tu peux être un aumônier comme, justement, une des choses qui était remarquable pendant le déploiement de Jalal, c'est que Jalal est un aumônier qui est musulman. Il était appelé à couvrir 400 personnes, dont une partie qui est assez importante il y avait des catholiques et des protestants. C'est Jalal qui a assuré la facilitation des services religieux de tous les membres, puis il y a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Il y a quelque chose que je me demandais. Parce que quand je vous donne depuis le début des exemples de gens qui vont vous voir, vous parler de ci, vous parler de ça, est-ce que vous allez vers quelqu'un des fois qui a l'air de pas bien aller? Est-ce que ça arrive? Vous faites le chemin inverse se fait? Tout à fait, ça se fait. Ouais. C'est d'où notre présence active. Oui. Pas uniquement on est là pour observer, voir quelque chose qui ne va pas. Il peut, pourquoi pas, aller directement vers le membre et parler avec lui donc d'une façon délicate, essayer de comprendre parce que il faut que ça vienne de lui. Si elle a besoin de l'aide, support. Oui. Mais délicatement, donc on entame une discussion et ça peut aboutir à des choses vraiment fascinantes. J'en doute pas. Oui. Puis ça, des fois, on va avoir un des pairs, des collègues de l'individu. Je l'ai vu ce matin, j'étais un petit peu inquiet. Pourriez-vous faire un exprès pour passer? Puis ensuite, l'aumônier, de manière totalement... il peut arriver, puis il peut aborder la conversation, l'inviter à prendre un café, puis ouvrir la porte. Mais il va le faire de manière assez
ouverte, où des fois on va créer des opportunités. Il faut être créatif des fois dans la manière dont on le fait, pour respecter les personnes qui nous donnent de l'information. Mais c'est évident que si on pense, surtout si on a des inquiétudes envers le bien-être de quelqu'un, l'aumônier va être proactif. Puis c'est sa manière d'exercer son leadership. Un aumônier n'a pas de pouvoir de commandement, mais il a un rôle de leadership par rapport aux soins des personnes qui sont là. C'est-à-dire, quand on voit un problème, on n'attend pas que quelqu'un d'autre le règle. On va s'investir soi-même pour être capable de venir donner un coup de main. Puis des fois, en tout cas de manière... parce que la chose qui est certaine, c'est que dans mon expérience comme aumônier, je me suis toujours fait surprendre dans les choses qu'il me demandait. Mais dans la force de la prière, puis des fois, juste ce désir-là d'aider, ça faisait que nous-mêmes, on se formait afin de donner le soutien à quelqu'un qui était un peu de manière surprenante. La première fois que j'ai eu à intervenir, exemple, dans une situation domestique où je me suis mis entre deux personnes, est-ce que je savais ce que je faisais? J'ai fait mon possible. Ça a fonctionné. Heureusement. Et après, c'est qui fallait le faire? Ben, c'était moi, parce que c'est moi qui le savais, c'est moi qui pouvais agir. Oui. Puis ça a donné que je ne peux pas regarder autour de moi pour demander à quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça. On est arrivé. En ce moment, on est à quelques jours du temps des fêtes. Il y a des militaires qui reviennent de mission. Il y en a d'autres qui vont partir en janvier, qui vont revenir éventuellement. C'est pas mal comme ça ces temps-ci. Puis, si vous voulez m'aider, Padre Perrault, nommer les ressources, mais enfin, vous parlez d'un aumônier qui est disponible, qui est en devoir, là, entre autres à l'approche du temps des fêtes. Mais c'est comme ça, à l'année longue aussi, il y a toujours un aumônier qui est là pour nous répondre. C'est ça. Bien, je dirais l'aumônier en devoir. Une ressource, c'est donc appeler à la base et demander à parler à l'officier en devoir pour avoir ce soutien-là. Un autre, c'est le programme d'aide aux membres. Oui. Que ça est un programme qui fonctionne à l'année parce que la majorité des problèmes, des fois, la raison pour laquelle nos membres ont une hésitation à demander de l'aide, c'est à cause qu'ils ont peur que ça reste dans leur dossier militaire. Il y a un ensemble des choses qui est là. Si jamais quelqu'un désire recevoir de l'aide d'un intervenant simplement pour parler, gérer le stress, par exemple, des choses comme ça, ils vont être capables, les intervenants qui vont être au civil, ils vont être référés à un intervenant dans leur milieu. Ils ont la possibilité de changer si ça ne fonctionne pas aussi, afin d'avoir ce soutien-là. Fait que souvent, c'est une manière pour eux de ne pas se priver d'avoir du soutien, tout en maintenant une confidentialité, tout en prenant l'opportunité, par exemple, de chercher de l'aide. Parce que quand on ne recherche pas de l'aide immédiatement, des fois, les situations empirent. Au degré, on a besoin de support qui est plus élevé. Donc, c'est pour ça que j'encourage les gens, dès qu'ils sentent qu'ils ont besoin, à ne pas hésiter. Mais vous savez, c'est une préoccupation qui est partagée aussi par les familles, parce qu'on se fait poser la question des fois aussi sur des familles qui viennent chercher du soutien ici auprès de leur CRFM et qui se disent, est-ce que si je demande de l'aide, est-ce que ça va paraître dans le dossier de mon conjoint ou ma conjointe qui est dans les forces armées? La réponse est non, c'est confidentiel, c'est étanche, il n'y a absolument rien qui peut émaner ou sortir d'ici. Ça reste confidentiel. Voilà, tout à fait. Alors, pas d'inquiétude là-dessus. Les références auxquelles que vous avez mentionnées dans les dernières minutes, par exemple, l'aumônier en devoir, tout ça, numéro de téléphone, numéro de poste, ça va être dans la description du podcast. crfmv.com, ça, c'est nous autres, parce qu'on en offre aussi du soutien aux familles, pas seulement là, avant ou après l'émission à l'étranger, mais c'est partout, le soutien psychosocial, les enfants. Alors, on est là aussi pour plusieurs aspects qui concernent la famille et donc, tout est dans la description du podcast que vous écoutez. Il suffit de nous appeler, de nous écrire. Il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec nous. C'est comme pour vous autres aussi. Messieurs, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Capitaine Danny Perrault, je suis heureuse qu'on se soit rencontrés il y a quelques semaines. Je suis heureuse que vous ayez été sur mon chemin puis que ça ait donné une belle rencontre comme ça. Puis, si vous voulez, là, si vous acceptez l'invitation, en 2025, on se refait une coupe de jasette, Padre CRFMV. Qu'est-ce que vous en dites? Avec plaisir. Ben, merci beaucoup. Puis, Capitaine Jalal Khaldoun, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Puis, merci d'avoir pris le temps. Vous revenez de mission. Là, vous êtes quasiment fraîchement débarqué de l'avion pour venir nous jaser. Puis, sachez que je l'apprécie grandement. Ça me fait un grand plaisir, vraiment. Passez une belle journée, un heureux temps des fêtes à vous deux, à vos familles. Un grand merci. Ça nous fait plaisir. Bye-bye. Merci infiniment. Suivez-nous sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Un nouveau podcast tous les 2 vendredis. C'était le CRFMV en jazz.